Bonjour à tous, donc je suis Gabrielle Pagé, je suis psychologue, je suis chercheure au département d'anesthésiologie et médecine de la douleur à l'Université de Montréal. Puis ça me fait plaisir de prendre quelques minutes avec vous aujourd'hui pour vous parler du projet qu'on a fait pendant la pandémie de la COVID-19, où on s'intéressait principalement là, à la douleur puis la détresse psychologique dans ce contexte-là. Donc, on est à l'étape où on essaie de publier les résultats de cette recherche-là. Donc, l'article scientifique a été soumis puis est présentement évalué par des pairs. Puis le projet a été fait en collaboration avec plusieurs de mes collègues qui sont ici aujourd'hui, dont Mathieu Roy, Anaïs Lacasse, Yulia Toufa. Donc, en fait, quand la pandémie a débuté en mars 2020, on se retrouvait dans une situation nouvelle pour tout le monde. Et donc, on vraiment se questionnait sur quel impact allait avoir la pandémie pour les personnes qui vivent avec la douleur chronique. Puis avec toute l'infrastructure du réseau, en fait, avec cette belle cohorte provinciale-là dont plusieurs d'entre vous font partie, on était dans une position unique où notamment on avait des informations sur l'état de douleur et les symptômes de dépression avant que la pandémie se déclare, ce qui nous permettait vraiment de savoir à la base où se situent les personnes et puis de pouvoir comprendre comment tout ça évolue pendant les 2 premières années de la pandémie. Donc, on avait posé 2 questions de recherche. Donc, la première, c'était de voir vraiment c'était quoi l'évolution de la douleur et des symptômes dépressifs pendant les 2 premières années. Puis, deuxièmement, on se demandait est-ce qu'on était capable d'identifier des facteurs, soit des facteurs parmi les données qu'on avait colligées dans les questionnaires que vous répondiez de façon routinaire pour la cohorte ou dans le premier questionnaire qu'on a administré au tout début de la pandémie, est-ce que parmi ces données-là, on pouvait identifier des facteurs qui nous aidaient à comprendre comment les personnes allaient évoluer au niveau de la douleur et de la dépression? Donc, pour ce faire, on a demandé en fait à tout le monde qui était déjà participant dans la cohorte si ça les intéressait de participer à notre sous-projet sur la COVID. Et puis, on a bâti un questionnaire qu'on a administré environ au mois d'avril, au mois de mai pour les premiers participants. Puis après ça, des questionnaires de suivi à tous les 3 mois. Jusqu'à l'été 2022. Donc, on avait vraiment là, 9 questionnaires, en fait, qui ont été complétés pendant cette année-là. Et puis, comme un des enjeux principaux de la pandémie, ça a été de jouer sur nos niveaux de stress. On sait que c'était une situation qui était nouvelle, c'était imprévisible, on ne savait pas comment ça allait évoluer. Puis, notre monde au complet a vraiment changé très rapidement. Donc, une des variables d'intérêt, c'était le stress, qu'on peut demander bien sûr là, avec des questionnaires, mais avec Marie-France Marin qui est à l'UQAM, on a collaboré avec elle pour essayer de voir est-ce qu'on est capable de trouver une mesure plus objective, donc un marqueur de stress. Et puis on a choisi d'aller avec des échantillons de cheveux. Puis en fait, pour bien comprendre, là, si on prend, par exemple, nous, on avait besoin de 6 centimètres de cheveux. Donc, le cortisol, qui est comme un marqueur de stress, se retrouve dans nos cheveux. Et donc, si on regarde les 3 premiers centimètres, donc de la racine, les 3 premiers centimètres, ça nous donne à peu près une mesure de notre niveau de stress dans les 3 derniers mois. Puis si on recule un peu plus loin dans nos cheveux, donc le centimètre 3 à 6, ben, ça nous donne une perspective sur le niveau de cortisol dans les 3 mois avant ça, donc mois 3 à 6. Et donc, on a demandé à nos participants au début de l'été 2020 de nous donner un petit échantillon de cheveux. Comme ça, les 3 premiers centimètres étaient utilisés pour avoir le niveau de cortisol dans les 3 premiers mois de la pandémie. Puis si on reculait 3 mois en arrière, donc les centimètres 4, 5, 6 des cheveux, ça nous donnait les taux de cortisol dans les 3 mois juste avant la pandémie. Donc, on pouvait comparer à ce qu'il y avait eu des changements au niveau du cortisol pré et au début de la pandémie. Donc, en gros, c'est comme ça qu'on a structuré l'étude. Et puis, on a envoyé des courriels à tout le monde là, qui participait déjà à la cohorte. Il y en a 350 qui ont manifesté un intérêt. Puis, au final, si on regarde ceux qui ont complété le premier questionnaire puis qui ont
continué à les compléter là, pendant les 24 mois. On arrive avec près là, de 300 participants qu'on a utilisés pour les analyses que je vais vous présenter. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, si on regarde ici, le premier graphique vous montre les scores de dépression. Donc, sur l'axe, ici, on a le score d'intensité de douleur. Donc, on a le score de 0, ce qui veut dire en moyenne, dans les 7 derniers jours, ma douleur était 0, donc aucune douleur. Et puis 10, c'est la douleur la plus élevée que je puisse imaginer. Et puis, si on regarde sur l'axe horizontal, on a le temps. Donc, 0, c'est vraiment là, les premiers questionnaires au tout début de la pandémie et jusqu'à 24 mois, donc jusqu'à l'été 2022. Et puis, on a entré les données de tout le monde, puis on a demandé comme à l'ordinateur qui fait les analyses statistiques, est-ce que tu es capable d'identifier des sous-groupes de personnes? Donc, des personnes qui se ressemblent par rapport à le niveau initial de douleur et puis comment ça change dans le temps. Donc, vraiment, on a trouvé 5 différents profils. Puis, vous avez les pourcentages là, de personnes qui se retrouvent dans chacun des profils en haut. Donc, vraiment, on avait un sous-groupe de personnes pour qui la douleur, elle oscillait un petit peu, mais qui restait quand même assez faible pendant les 24 mois. En haut, on a deux sous-groupes de personnes pour qui la douleur restait relativement stable, mais quand même là, à des niveaux modérés et sévères. Et puis, au milieu, les lignes bleues puis les lignes vertes, on en fait deux sous-groupes pour qui soit la douleur, comme la ligne verte, soit la douleur, elle a augmenté pendant les premiers mois depuis le début de la pandémie, puis qui ensuite est retournée au niveau de base. Et puis, le contraire, la ligne bleue, donc des personnes pour qui la douleur s'est améliorée pendant la première année de la pandémie, puis après ça, c'est revenu là, à l'état de base. Puis après ça, on s'est demandé, mais est-ce qu'il y a des facteurs, soit avant la pandémie ou au tout début de la pandémie, qui nous permettent de prédire l'appartenance à ces trajectoires-là? Puis ce que les résultats ont démontré, c'est vraiment la fréquence de la douleur avant la pandémie. Donc, j'ai de la douleur vraiment tous les jours ou de la douleur qui va, qui vient. Et puis, l'intensité de douleur de base avant la pandémie permettait, là, c'est les seuls facteurs qui permettaient de prédire l'appartenance au groupe. Tous les autres facteurs, qui soient sociodémographiques comme l'âge, le sexe ou au niveau de l'état psychologique, etc., là, ne permettaient pas de différencier là, parmi ces 5 groupes-là. Donc, on a refait la même chose au niveau des symptômes de dépression. Donc, plus le score est élevé, plus les symptômes de dépression sont présents. Et puis, on a trouvé encore une fois 5 groupes, mais comme on peut voir, ces groupes-là sont beaucoup plus stables dans le temps. Donc, soit qu'au début de la pandémie, on avait un certain niveau de symptômes dépressifs, puis c'est resté relativement stable dans le temps. Donc, on n'a pas vraiment trouvé de personnes pour qui là, la pandémie, elle a vraiment aggravé les symptômes de dépression. Puis si on regarde là, qu'est-ce qui prédisait l'appartenance à ces groupes-là, ben, bien évidemment, donc les symptômes, le niveau de symptômes dépressifs avant la pandémie prédisait l'appartenance à ces groupes-là. Dans les premières semaines, là, depuis le début de la pandémie, si on réagissait avec beaucoup, beaucoup de stress, un stress aigu par rapport à la pandémie, ça aussi, ça prédisait l'appartenance. Puis jusqu'à quel point on était stressé par rapport là, aux mesures de prévention, là, aux mesures de confinement, ça aussi, ça prédit là, l'appartenance aux symptômes dépressifs. Puis ensuite, si on regarde les scores de cortisol, donc ce qu'on a fait, c'est on a pris les scores de cortisol dans les 3 premiers mois depuis le début de la pandémie, puis on les a soustraits au score avant la pandémie. Donc, jusqu'à quel point il y a eu un changement au niveau de cortisol. Puis on a regardé si on appartient aux différents groupes au niveau de l'intensité de la douleur ou aux différents groupes par rapport aux symptômes dépressifs. Est-ce que ce changement-là dans notre taux de cortisol prédisait l'appartenance de la douleur? Puis on avait un peu de signaux, mais rien là, qui était vraiment significatif à ce niveau-là, au niveau des statistiques, là. Donc, ça c'était pas un prédicteur là, important de l'appartenance au groupe. Donc, en conclusion, on est quand même été surpris de voir une certaine stabilité dans les niveaux de douleur puis dans les niveaux de symptômes dépressifs sur peut-être là, 2 groupes qui se sont temporairement améliorés ou détériorés. Puis c'est beaucoup là, les facteurs
de douleur avant la pandémie ou les réactions de stress aigu au début de la pandémie là, qui permettaient de différencier certains de ces sous-groupes-là. Donc je vous remercie de votre attention, puis je vais laisser la place là, si, certains d'entre vous ont des questions.